Alors que la bataille pour Terra s'intensifie, Nathaniel Garro, ancien Death Guard et chevalier errant, se bat au cœur des ruines du palais impérial. De la trahison à Isvan jusqu'à sa fuite avec les Eisenstein, son chemin semble inéluctablement le conduire à affronter son père, Mortarion. Je suis Maestitia et depuis 2011, je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salutations tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la troisième et dernière novella qui s'inscrit dans la saga du Siège de Terra, dénommée Garro Knight of Grey, donc Nathaniel Garro, Chevalier Gris, écrit par James Swallow et publié en janvier 2023. Alors, petite précision quant à cet ouvrage, il est sorti clairement un an trop tard, car les événements de la nouvelle se passent avant le Faucon. Or, il est sorti 18 mois après, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dommage, on aurait aimé qu'il sorte plus tôt, et ça aurait peut-être permis à Black Library France de compiler non seulement la Furie de Magnus et les Fils des Sélénars avec Garro, ça aurait été beaucoup plus logique. Malheureusement, comment pourrait-on dire, la vie éditoriale n'est jamais un long fleuve tranquille. Donc on se retrouve avec une novella en moins en termes de traduction, mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez Siege of Terra Collection 1, je vous mettrai une capture d'écran dans le podcast, vous verrez que prévu pour novembre 2024, il est censé sortir donc la première collection, donc comme un omnibus du Siège de Terra, de la même manière qu'ils ont fait les collections pour les Résidorus. Eh bien vous avez exactement le même principe pour le Siège de Terra. Donc la première collection regroupe les deux premiers tomes, donc j'oublie le nom à chaque fois, La Guerre solaire de John French et Les Égarés et les damnés. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que probablement on aura une traduction de Garro, et j'espère qu'ils la compileront tout simplement. Donc en tout cas c'est une occasion à ne pas manquer pour la Black Library France de rattraper ce petit retard. Après, est-ce que ça vaut la peine de les acheter, étant donné que c'est du papier très très fin comme des tomes de l'Hérésidorus, ça c'est à vous de voir, le choix est vôtre, mais toujours est-il que voilà, Garro va avoir probablement, en tout cas j'y crois très fort, à sa traduction et à son intégration dans la version française. Donc ça c'est cool, ça va nous permettre d'avoir vraiment le Siège de Terra au complet en français. Donc c'est génial. Donc ça c'était le petit aparté sur ce tome un peu étrange. Bon, après vous savez comment l'émission est faite, il y a différents segments avec notamment des spoils, même si bon, pour Garro normalement après c'est vrai que pour Garro la traduction française a été faite sur le tard, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver pour savoir ce qui lui est arrivé après la fuite de l'Eisenstein, que nous avons tous lu bien évidemment, tome 4 de l'Hérésidorus, mais voilà, par la suite, les Chevaliers Errants, le Sigillite, c'est particulier, il faut vraiment suivre, c'est un sentier qui n'est pas balisé, il faut partir un peu dans la jungle, parce qu'entre les audiodramas et les nouvelles, les novellas, c'est assez mélangeant, donc voilà, si vous savez un petit peu de comment Garro a pu naviguer à travers les Résidorus, tant mieux pour vous, vous savez où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Pour ceux qui ont lâché après la fuite de l'Eisenstein, il s'est passé beaucoup de choses. Garro a fait beaucoup de choses sur Terra et sur d'autres planètes notamment. Mais voilà, donc soyez avertis, si vous n'avez pas vraiment lu le background, ça serait bien de skipper un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Donc soyez avertis. Mise en contexte. Alors en ce qui concerne Nathaniel Garro, c'est tout un contexte, parce que à l'instar de Garviel Loken, c'est un personnage qui a non seulement beaucoup d'importance dans les Résidorus, de par ses actions, mais aussi par le lore qu'il va générer autour. Je dirais même plus que Garro a plus d'importance que Loken si on pousse le lore jusqu'au 41e millénaire. Cependant, il n'a pas eu droit à une superbe couverture médiatique, dans le sens où
tout a été construit à base d'audiodrama. Enfin, disons que principalement, la majorité des aventures de Nathaniel Garreau ont été faites à base d'audiodrama, qui est un format que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup les audiodramas. Mais il est vrai que, étant donné qu'il n'existe qu'en version originale, donc en anglais, ça peut rebuter beaucoup de personnes. Cependant, le format est très intéressant, donc le script, parce que c'est un script, ce n'est plus un roman, est vraiment pensé et écrit comme une série audio. Donc c'est très immersif en fait. C'est pensé pour ça. Donc évidemment, il y a des limitations, mais ça permet d'explorer d'autres champs que le roman traditionnel ou la nouvelle classique. Donc, ce qui nous est arrivé, c'est que Black Library s'est dit tiens, ok, on va développer quelque chose avec ce personnage, mais on va juste faire des audiodramas. Donc, du coup, le public, tous les autres publics, hein, qu'ils soient francophones ou germanophones ou même hispanophones, on est passé complètement à côté, sauf pour celles et ceux qui manient un peu la langue de Shakespeare. Et donc il a fallu attendre les derniers tomes de l'Hérésie d'Horus pour voir des recueils de nouvelles, ou ne serait-ce qu'un roman dédié un peu plus sur Garreau, le chevalier errant. Donc il lui est arrivé plein de choses. Pour les personnes, comme je disais plus tôt, qui se sont arrêtées à la fuite de l'Eisenstein, Garreau a fait beaucoup de choses. Ça va être difficile de tout vous résumer là maintenant, mais je peux vous citer les ouvrages. Donc après la fuite de l'Eisenstein, on a Oath of the Moment, donc le serment de l'instant. On a Sword of Truth, on a Ashes of Fealty, on a Legion of One, on a Shield of Lies, on a Vow of Faith, et enfin Knight of Grey. Donc Knight of Grey qui est le seul dans la saga Siège de Terra, tous les autres étant dans l'Hérésie d'Horus. Mais ça fait beaucoup d'audiodramas qui à un moment donné ont fini par être compilés. Vous les retrouvez soit dans des recueils de nouvelles, soit dans les compilations finales. Donc, si vous n'avez pas touché à ça, ça va être difficile de jumper de la fuite de l'Eisenstein à Knight of Grey. Il va y avoir un gros vide. Donc ce qu'il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait le CJ a pris sous son aile tous les loyalistes qui sont restés loyalistes après que leur primogénitor ait décidé de s'allier à Horus. Donc là-dedans, on a la Death Guard, on a les World Eaters, on a évidemment les Luna Wolf, hein, les Sons of Horus. Donc il y a tout ça, toute une joyeuse compagnie de cas rares et extrêmes qui sont restés loyalistes malgré le fait que leur père se soit tourné du côté obscur de la force. Et le Sigid s'est dit, bah écoute, on va pas gâcher ce potentiel-là. Bon, évidemment, avant, ils les ont emprisonnés. Hein. Garreau, la première chose qu'on lui a dit quand il est revenu à Terra pour lui dire, au fait, le fils préféré de l'empereur est en train de faire un putsch et il est en train de massacrer les autres légions, la première chose qu'ils ont fait, c'est, hop, en tôle. Et ils ont fait ça avec tout le monde, hein. Ils ont fait ça avec les commémorateurs, etc., etc. Mais bref, à un moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient propres de toute corruption, eh bien, le Sigil a décidé de créer un ordre, donc les fameux chevaliers errants, les chevaliers gris. Pourquoi ? Parce que ils se sont retrouvés avec des armures complètement effacées, c'est-à-dire que on retrouve le gris brut de la céramite des armures Space Marines. Qui portaient avant les héraldiques et les couleurs des légions, donc que ce soit le vert haut des Sons of Horus, le blanc et bleu des World Eaters, ou encore on va dire le blanc sale vert cassé de la Death Guard. Donc Garreau, je le répète, capitaine de la 7e compagnie de la Death Guard, grand capitaine, une énorme probité, et toujours à se battre pour l'empereur avant tout, quoi. Et évidemment, il y a eu une scission entre lui et la Death Guard, donc, et Mortarion qui a été l'un des premiers, je le rappelle, à se joindre à la rébellion d'Horus. Donc Garreau, c'est un personnage extrêmement important, je veux dire, dans le lore, pour toute son implication. Et donc, une fois sur Terra, ça va devenir un peu un agent des services secrets, quelque chose comme ça, avec d'autres parmi les siens. Ils vont accomplir des missions un peu partout dans la Voie lactée pour
protéger, sauvegarder, ou tout simplement mettre à mal certains postes des traîtres, mais aussi recruter des gens, des Space Marines qui eux aussi sont restés loyaux, malgré toute cette catastrophe. Et l'un des thèmes principaux de Garou, c'est la protection de Fratikiller. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même grâce à lui que Fratikiller a pu atteindre sain et sauf Terra. Et on sait le rôle de la Sainte. Euh, donc c'est un personnage extrêmement important dans le développement de la croyance de l'empereur. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est pas un dieu? Mais il y a des preuves qui vont s'enchaîner, l'apparition des démons, mais aussi la révocation des démons grâce à la canalisation de la puissance de l'empereur à travers des nexus tels que Fratikiller, qui en fin de compte est un nexus à la foi de l'empereur ou à quelque chose qui s'y rapproche beaucoup, mais dont on n'ose toujours pas citer le nom, évidemment. On sait à quel point l'impérium est absurde. Une de ces absurdités notamment est celle de remettre en fonction les archivistes, du moins du côté des chevaliers errants, alors qu'ils ont été totalement interdits depuis le traité de Nicaea. Mais je m'égare. Tout ça pour vous dire que Garou, c'est une trame, un arc narratif très très riche, et que voilà, si vous jumpez de la fuite de l'Eisenstein à Night of Grey, il va vous manquer un gros morceau. Cependant, si vous faites vos recherches, ou simplement si vous avez fait des recherches sans lire les romans ou les nouvelles ou les audios, vous apprendrez à quel point il a une connexion très très particulière avec le Sigit et notamment avec Fratikiller, donc avec quand même des personnages qui ont des connexions avec l'empereur très très intimes. Donc ça fait de Nathaniel Garou un personnage assez atypique, même plus atypique qu'un Garviel Loken. Une chose aussi importante avant que j'entame le dramatisme, même si le dramatisme est assez court sur cette nouvelle, c'est que Garou a gardé l'âme de capitaine. Alors, là où Loken est devenu un loup solitaire, d'ailleurs c'est même le nom qu'il portera dans le dramatisme lors du siège de Terra, c'est vraiment le loup solitaire. Garou, lui, restait capitaine. Ça reste un meneur d'hommes, extrêmement respecté et extrêmement capable, mais il a vraiment cette âme de leader et ça fait de lui un personnage très très dynamique. C'est-à-dire qu'il est rarement seul, et lorsqu'il est seul, c'est souvent pour méditer de sa place et de sa mission qu'il mène pour le Sigit. Donc voilà, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur votre niveau de connaissance par rapport à Nathaniel Garou, vous pouvez attaquer Night of Grey. Dramatis Personae. Alors ça va aller très vite. On a les chevaliers errants, donc avec principalement Nathaniel Garou, mais aussi Elic Galor, qui est lui aussi de base un DevGuard. Nous avons le primarque Mortarion, ainsi que le premier capitaine Typhus. Ensuite, nous avons quelques personnages de la garde impériale que je vais sauter parce qu'ils sont pas super importants. Et en fin de compte, Fratikiller. Donc, Fratikiller qui en fait essaye de galvaniser les gens, les soldats, mais sans prêcher la bonne parole parce que, je le rappelle, elle a été libérée de la roche noire, du rocher noir, de la prison en fait, à condition qu'elle ne prêche plus. Donc elle ne prêche plus, mais elle prêche de façon différente. Et ce qui se passe, c'est que Garou veut la protéger parce que c'est l'une de ses missions à part entière. Donc un dramatisme très très court, étant donné que la nouvelle fait, comme je l'ai dit, moins d'une centaine de pages. Donc principalement, de la DevGuard, ça va vraiment être quasiment huis clos pour ce qui est de l'aventure. Thème. Alors le thème, bon, vous en doutez bien, petite nouvelle, parce que même dans les Fils de Sélénar et la Fureur de Magnus, on avait quand même quelques développements. La nouvelle était courte, mais il y avait pas mal de choses qui se déroulaient. Là, il se passe pas grand-chose. Ce qui se passe, c'est vraiment Garou qui essaye de remettre la main sur Euphrati pour la sauver. Et pour ce faire, il va se faire accompagner de Galig.
difficile de raconter encore une fois le thème sans trop vous spoiler, mais il y a vraiment le thème de la foi, qui évidemment qui revient, parce que Garou ne sait toujours pas si l'empereur est un dieu ou lui, il fait son boulot de Space Marines, hein, il va pas plus loin que ça, mais il sent qu'il penche, il penche petit à petit. Mais il reste quand même très, comme je disais, très probe, très honnête et très vrai jusqu'au bout. Bon, je veux pas vous spoil, mais si vous regardez la première de couverture, vous voyez bien que c'est l'affrontement entre Mortarion et Garou, et je vous laisse deviner l'issue du combat. Alors, évidemment, il va y avoir plein de péripéties, ça va pas se passer rapidement ni simplement, mais on se doute bien que, vu qu'on voit par la suite Mortarion dans le Faucon, Mortarion il s'en sort pas trop mal. Mais c'est pas tant ça le thème, parce on le sait au fond de nous que tous les grands capitaines, tous les chevaliers errants qui ont eu cette importance dans leur rébellion face à la rébellion, c'est d'affronter de nouveau leur primogéniteur. Donc Loken se doit d'affronter Horus, et Garou se devait d'affronter Mortarion. Mais l'issue finale, bon, on s'en doute un petit peu. Surtout quand vous affrontez Mortarion qui a littéralement fait un pacte avec Nurgle et la mort. Donc lui, la mort, c'est devenu une broutille, c'est une étape pour lui simplement. Donc on sait plus ou moins comment ça va terminer. Cependant, c'est bien écrit pour les personnes qui sont suffisamment attachées à Garou. Voilà. Je m'explique, Garou, c'est un personnage auquel il faut être attaché pour... c'est valable pour n'importe quel protagoniste, vous pourrez me dire. Mais j'insiste parce que Garou, je sais que c'est difficile de le suivre dans la chronologie de la maison d'édition de la Black Library, donc c'est difficile. Autant Loken, on le retrouve dans des tomes, on va dire, phares et incontournables, autant Garou, il est vraiment sur sa side quest et il fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au siège. Donc, pour être honnête avec vous, moi j'ai plus d'empathie pour Garou que pour Loken. Je les compare souvent les deux parce qu'ils ont beaucoup de points communs, mais ils sont complètement différents dans la manière dont ils ont été traités, en plus de leur caractère qui est bien évidemment différent. Mais Garou, je sais pas, il y a quelque chose de particulier avec ce personnage a été, et oui, c'est une chose très importante, c'est qu'il a été principalement écrit sous la plume de James Swallow. C'est lui qui l'a lancé avec La Fuite, et tout ce qui a été fait en audiodrama, c'est toujours James Swallow qui était derrière. Après, les rares apparitions, enfin les petites apparitions qu'on a de Garou, que ce soit dans les je pense plus que c'est dans le siège de Terra les apparitions, elles sont sous la plume d'autres auteurs. Et là, Garou, il est un peu fantomatique, et il n'y a pas de problème avec ça, hein. C'est vraiment le rôle qu'il doit incarner. Il est un petit peu, c'est le chevalier errant, donc il va à droite, il va à gauche, et c'est normal. Mais quand on a des ouvrages qui lui sont dédiés, donc je parle notamment des audiobooks ou d'autres nouvelles, c'est James Swallow qui prend les rênes et qui va du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un personnage qui lui colle à la peau. Donc le fait d'avoir, entre guillemets, cette conclusion, parce que voilà, un des thèmes aussi de cette nouvelle, c'est la conclusion de la quête de Garou. C'est assez poignant. C'est assez poignant parce que c'est un personnage comme je disais, que j'apprécie beaucoup et qui a été assez occulté et qui en fin de compte a un rôle essentiel quoi, dans toute la saga de Résidorus et évidemment jusqu'au siège de Terra. Donc on a le thème justement de la conclusion de la quête du chevalier, mais on a aussi, donc je disais, la foi, la connexion à la foi, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, si oui, comment on s'en sert, est-ce qu'on s'en sert juste pour se protéger, est-ce qu'on s'en sert aussi pour attaquer, enfin, il y a vraiment plein de questions qui vont donner, alors je vous donne un petit indice, qui vont donner beaucoup de pistes de réflexion pour ce qui va devenir au 41e millénaire l'Inquisition. Et quand je dis Inquisition, c'est avec un I majuscule. Donc je parle pas spécialement Ordo Malleus ou Ordo... non, là je parle vraiment de l'Inquisition avec tout ce qu'elle englobe. Hein, vraiment, et aussi sa façon de traiter la magie ou la sorcellerie, qu'elle soit du côté bon ou mauvais. Mais pour là-dessus, enfin concernant ce thème-là, je vous conseille de lire évidemment
les trilogies de l'Inquisition avec Eisenhorn et Ravnor, où on aborde le côté puritain et le côté, on va dire, conservateur. Mais les deux ont leur radical, pardon, c'est radical et puritain. Donc voilà, et mine de rien, dans Garou, Night of Grey, il y a déjà un début de bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Et puis, un autre thème aussi, on a aussi celui de la faiblesse des primarques. La faiblesse des primarques, parce que, évidemment, avant de se mettre sur la tronche entre Mortarion et Garou, il y a du dialogue. Et dans ce dialogue, il y a une espèce de règlement de compte, hein. Et ce règlement de compte verbal, il est délicieux. Il est délicieux parce que. Voilà, et je vais pas rentrer dans les détails. Je vous souhaite de lire parce que ça vaut vraiment la peine. Mais voilà, il y a une joute verbale qui vaut la peine d'être lue. Et même si on sait l'issue du combat, bah, Garou ne meurt pas, Garou ne peut pas mourir. Je vous encourage vraiment à le lire. Après, je développerai un peu plus dans est-ce que c'est un tome principal qu'il faut absolument lire. Bon, petit spoil, non, il n'est pas du tout essentiel. Mais honnêtement, pour les personnes qui sont un petit peu attachées au personnage et au lore de Warhammer et de ce que ça deviendra par la suite, oui, il est très très important. Donc, donc voilà en ce qui concerne le thème. Texte et difficulté de lecture. Alors nous avons affaire à James Swallow. Donc James Swallow, qui a écrit quelques tomes, à part La Fuite de Eisenstein, je me souviens de Nemesis. Je sais qu'il a écrit aussi sur les Sœurs de Bataille, La Foi et le Feu, Le Marteau et l'Enclume. C'est un auteur qui est là depuis le tout début, mais c'est un auteur qui est relativement mou lorsqu'il est traduit. Donc j'imagine que c'est son style, c'est sa plume. C'est pas un auteur dont j'ai adoré le style, mais j'aimais beaucoup les thèmes qu'il abordait. C'était le premier à aborder les sœurs de bataille, chose qui était très 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 rare à l'époque. Et je me souviens les avoir lus pour la première fois en version originale, parce que la version française, elle n'était pas certaine, et si elle devait arriver plusieurs années après la sortie. Et vu que j'avais pas envie d'attendre, je me souviens que j'avais pris Faith and Fire, et j'avais commencé à lire, j'ai dû lire 2 fois le livre pour pouvoir en faire la critique sur le Requiem, mais je me rappelle que ça avait été une très belle expérience, parce que déjà, bah, évidemment, ça m'a permis de mieux comprendre l'anglais. J'ai aucune base dans les langues étrangères, hein. C'est vraiment, comme beaucoup de personnes, c'est plus les jeux vidéo qui m'ont appris l'anglais que le système scolaire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous aimez vraiment quelque chose, la langue, ça ne devient pas un réel problème. À part, évidemment, si vous partez sur des langues qui sont un peu plus exotiques, comme le mandarin ou l'arabe, évidemment, là, va falloir vous accrocher. Mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose, c'est possible. Alors évidemment, on va passer à côté de certaines choses. Mais c'est aussi le cas lorsque vous lisez en français. Alors évidemment, c'est moins le cas, mais c'est aussi valable. Si vous lisez vite ou si vous lisez dans les transports en commun, vous allez moins apprécier que si vous êtes tranquille chez vous avec un bon café chaud dans votre fauteuil préféré. Je pourrais faire une émission dédiée à ça, de lire en version française ou en version originale, et comment apprécier les langues et les tournures de phrases, les descriptions et ce genre de choses. Donc la chose importante, c'est que, étant donné que celui-là de Night of Grey, je l'ai lu en version originale, je vais vous donner mon avis de la version originale. Et, euh, et je préfère lire James Swallow dans sa version originale parce que je le trouve moins ennuyeux. Et ça n'a rien à voir avec la traduction. Encore une fois, la traduction, à chaque fois, je la trouve exceptionnelle. Là, par exemple, j'ai déjà entamé le tome 8 du Siège de Terra, donc La fin et la mort, le volume 1, qui est écrit par Dan Abnett. Et la traduction est exceptionnelle. Je veux dire, ça se lit, c'est fluide. Et on sent que le traducteur fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à capter la plume de l'auteur et à la retranscrire en la traduisant en français. Pour moi, à chaque fois, c'est un tour de maître. À chaque fois que je réalise ce genre de traduction. Bref, toujours est-il que Night of Grey, donc Chevalier Gris, il se lit bien, il se lit facilement. Donc encore une fois, étant donné que je lis en anglais, je fais un effort, donc ça demande plus d'énergie, et donc le texte est moins ennuyeux. Cependant,
la plume de Swallow transpire aussi, donc il a son style à lui qui est très descriptif. Et pour être honnête avec vous, j'ai lu Garou juste après Écho d'éternité. Bon, voilà, c'est pas le même niveau, c'est pas le même style, c'est pas les mêmes thèmes, donc ça a été vraiment un changement direct. C'est pour ça que je trouve vraiment, vraiment dommage qu'ils aient sorti cette nouvelle en retard. Parce que s'ils l'avaient publiée au bon moment, elle se serait insérée juste entre Mortis et le Faucon, par exemple, et ça aurait été génial. Bref, toujours est-il que voilà, le style de l'auteur est un peu mou. Les descriptions, je les trouve rarement marquantes. Euh, Cependant, le fond de l'histoire, le thème, l'histoire qui est racontée, elles sont toujours intéressantes. James Swallow, je trouve qu'il a toujours un... C'est intéressant, je dis pas que c'est non plus une enquête policière qui vous accroche dès le début, mais il y a quelque chose dans sa manière d'écrire qui me donne envie de savoir ce qui va arriver. C'est juste que parfois, bon, bah, le texte est un peu lourd et les descriptions sont pas non plus exceptionnelles. Alors que là, c'est un ouvrage, c'est une histoire qui est censée être exceptionnelle. Donc le fait de l'avoir lu en anglais, ben, ça lui a rajouté des points. Euh, Sinon, voilà, James Swallow il est relativement simple à lire en français, voire un peu ennuyeux, comme je disais. Là, l'avantage, c'est que ça reste une nouvelle, donc c'est 100 pages, probablement moins en français, ou peut-être un petit peu plus, je sais pas, mais ça se lit très rapidement, donc vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer. Les chapitres sont très rapides. Le premier chapitre, exposition Garou et Ligue. Deuxième chapitre, Garou retrouve Euphrati. Ah, ça va très très vite, donc pas vraiment le temps de s'ennuyer. C'est ce que je peux dire sur l'auteur. Je pourrais développer un peu plus, mais étant donné que c'est sa seule participation au siège de Terra et qu'elle est sous forme de nouvelle, je pense que j'en ai dit suffisamment. Conclusion. Eh bien, en conclusion, je ne le recommanderais pas à quiconque n'a pas lu suffisamment sur les épopées de Garou durant toutes les Résidorus. Vraiment, c'est une nouvelle complètement dispensable, qui apporte pas grand-chose au siège en lui-même. Donc, si vous n'avez pas spécialement d'attachement pour Garou et pour ce qu'il a pu faire entre-temps, bah, vous pouvez passer votre chemin, vous n'allez rien perdre. Cependant, si, comme moi, vous avez aimé le personnage et que vous avez surtout aimé ce à quoi il a mené, c'est-à-dire les chevaliers errants, et que les chevaliers errants ont beaucoup de sens pour vous, surtout dans 40K, au 41e millénaire, il y a des choses importantes, il y a un phénomène notamment qui se passe au moment du duel de Mortarion contre Garou, un phénomène assez particulier en connexion avec Euphrati, qui vaut la peine d'être lu, parce que ça met beaucoup de choses en perspective. Alors évidemment, hein, pour les personnes qui n'ont pas envie de le lire, vous pouvez toujours trouver les informations sur les différents wikis qui existent, notamment le Lexicanum. Mais le fait de le lire, ça a toujours un peu plus de... Ouais, je sais pas, c'est toujours plus vivant de lire un roman que de lire une information simplement condensée dans un texte. Et après, encore une fois, le choix est vôtre. Mais voilà, moi je savais que je voulais absolument le lire. De toute façon, c'était mon devoir en tant que chroniqueur pour le Réclusiam, mais j'avais vraiment hâte de le lire. Mais j'avoue qu'après avoir lu Le Faucon, je me suis dit, ce Garou Night of Grey, il n'est pas à sa place. Effectivement, il n'est pas à sa place après quelques recherches. Il est arrivé un peu trop tard. Mais comme je disais, avec les collections et les omnibus que Black Library France va mettre en place, il y a de fortes chances qu'il soit compilé. Donc, avec un peu de chance, ils vont le mettre au bon endroit, ou pas, hein, évidemment, on n'est pas à une surprise près, mais voilà, donc ce que j'ai aimé, c'est que bon, bah voilà, c'est la fin d'un personnage emblématique, avec un caractère très fort, avec une implication extrêmement forte et une volonté exceptionnelle. Je veux dire, c'est Garou, c'est l'inébranlabilité incarnée. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Ce que j'aime moins, bon bah le fait que déjà il soit sorti plus d'un an à la bourre et que bon bah voilà la plume de Swallow, elle est un peu voilà un peu molle. Mais quand ce sont des formats courts comme les nouvelles, bah, ça se lit plutôt bien. Donc
Pour les tomes un peu plus gros, c'est plus difficile. Voilà, quand il faut aligner 300 ou 500 pages, voilà, c'est un peu pesant. Mais là, pour le coup, surtout si vous avez fait comme moi, vous avez lu en version originale, ça passe très 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 bien, quoi. Donc encore une fois, je conseille ce tome à ceux qui aiment Garou et ceux qui aiment les Chevaliers Errants et ce qu'ils vont devenir par la suite. Petit clin d'œil à l'Inquisition. Et pour les autres, passez votre chemin, vous n'avez rien perdu. C'est juste voilà, la conclusion d'un héros comme on n'en fait plus au 41e millénaire. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Elle aura été courte mais intense, comme la nouvelle de Garou. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est donc officiellement le début de ma lecture de La fin et la mort. Ces tomes-là, par contre, seront critiqués de manière complètement explicite. Donc je mettrai une alerte au spoil dès le début, mais je vais partir du principe que si vous commencez à lire La fin et la mort, vous ayez lu ceux d'avant. Sinon, c'est que vous êtes le genre de personne qui met le lait avant les céréales. Et je ne vais pas vous juger, mais nous, on va faire les choses de manière assez conforme à la chronologie. Donc voilà, encore merci d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la fin et la mort. Ciao, ciao.